Disney. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois on va s'attaquer à un des plus grands classiques je pense de chez Disney qui est La Reine des Neiges. Le principe de cette vidéo, parce que c'est la première fois que je lance ce genre de vidéo sur ma chaîne, va être de comparer le film Disney avec le conte originel qui a inspiré ce dessin animé, donc qui est le conte de La Reine des Neiges. La vidéo risque d'être longue, préparez un café, un thé, un verre d'eau et quelque chose à manger je pense, parce que j'ai 6 pages de script, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Et moi-même j'ai pris mon petit thé parce que je pense que j'aurai soif pendant le tournage de cette vidéo. Je pense que je vais arrêter de blablater parce que sinon je ne vais pas m'en sortir et je vais aller droit au but. Donc je vais faire un avant-propos, ensuite je parlerai du conte et ensuite de l'adaptation Disney de La Reine des Neiges. Donc La Reine des Neiges est un conte qui a été publié en 1844 dans le recueil des nouveaux contes de l'écrivain danois Hans Christian Andersen. Si vous voulez en savoir plus sur cet auteur, vous avez ma vidéo biographique qui se trouve dans le petit i ici, ou alors vous avez le lien aussi en barre de description. Et La Reine des Neiges est l'un des contes les plus connus de Hans Christian Andersen et il a notamment été popularisé quand il a été adapté en 2013 par les studios Disney. D'ailleurs un deuxième opus a été réalisé en 2019, donc La Reine des Neiges 2 tout simplement, qui a été fait aussi par les studios Disney. C'est un conte qui a aussi connu d'autres adaptations, mais dans cette vidéo nous allons vraiment nous concentrer sur l'adaptation Disney qui a été faite, même si je ferai une légère répartie sur ce que la série Once Upon a Time a pu faire avec ce conte. Ça durera 2 secondes à la fin de cette vidéo. Par contre, petite mise en garde, pour cette vidéo je veux vraiment prendre en compte que vous avez vu le dessin animé Disney, donc vous avez vu La Reine des Neiges, car je pense qu'il est vraiment connu comme dessin animé et tout, on en a entendu parler. Mais par contre je vais prendre en considération que vous n'avez pas forcément lu le conte. Donc ainsi je vais vous expliquer de quoi parle le conte avec quelques clés d'analyse que je vais pouvoir vous donner pour comparer ensuite le dessin animé Disney, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont pu faire. En revanche je ne vous expliquerai pas la fin du conte, comme ça vous laissera quand même l'occasion de le découvrir, sachant que les deux versions sont quand même très différentes. Je vais mettre la minuterie en barre d'informations, comme ça vous saurez si vous voulez juste avoir la partie conte ou la partie Disney ou les deux. Et bien évidemment si vous ne voulez pas vous faire spoiler le dessin animé Disney, je vous inviterai à quitter la vidéo quand je vais commencer à en parler, bien que je vais essayer d'en dire le moins possible sur la fin, mais ça sera inévitable à un moment. Mais je vais essayer quand même de vous laisser un petit peu de suspense si vous l'avez toujours pas vu, et c'est sûr que j'ai quand même expliqué des choses fondamentales qu'on retrouve dans les dessins animés Disney par rapport au conte. Le conte de Andersen est écrit en 7 histoires. La première histoire sonne un peu comme une introduction et les 6 autres sont les aventures des 2 jeunes personnes dont je vais vous parler. Commençons par la première histoire. Donc dans la première histoire, nous avons le plus méchant des trolls qui va créer un miroir. Mais ce miroir est maléfique. C'est-à-dire que quand quelque chose de beau s'y reflète, il va être réduit au néant, mais quand quelque chose qui a vilaine allure ou qui ne vaut rien va s'y refléter, il va être mis en valeur ou alors il va devenir pire que ce qu'il était. Donc en gros, si quelque chose a une très mauvaise allure, il va être encore pire que ça. Les trolls de manière générale vont trouver ce miroir comme la plus belle des inventions qui soit, parce que pour eux ce miroir va refléter le monde tel qu'il est. Ces mêmes trolls, ils allaient partout dans le monde avec ce miroir, et ainsi quand on commence l'histoire, plus un seul pays ou plus un seul homme n'a été déformé avec ce miroir. Donc en gros tout ce qui avait pu être beau a été réduit au néant, et tout ce qui était mal on va dire entre guillemets a résisté et puis a été mis en valeur, et tout va bien pour le mal entre guillemets. Mais comme dans le monde il n'y avait plus rien à salir, les trolls décidèrent un jour d'aller dans les cieux, donc cieux avec un C majuscule, pour aller se moquer des anges et de notre Seigneur. Je mets notre Seigneur entre guillemets tout simplement parce que c'est une notion religieuse que peut-être des personnes ne partagent pas, ou alors on n'a pas les mêmes notions religieuses en fonction de chaque culture. Mais du coup comprenez que la dimension religieuse va être très importante dans ce conte avec Andersen. Sauf que en montant dans les cieux, les trolls rigolaient déjà d'avance de leur farce, sauf que ils en rigolaient tellement qu'à un moment il y a eu un grand tremblement, et dans ce tremblement là de bras, ils vont faire tomber le miroir sur le sol, et ce miroir va se casser en de milliards et des milliards de petits morceaux qui vont se répandre à travers le monde. Et quand un petit morceau arrive dans l'œil d'une personne, la personne va tout voir de travers, ou alors va voir que le mauvais côté des choses, et quand le verre va toucher le cœur va devenir de glace. Donc là vous voyez déjà où est-ce que je vais en venir je pense, parce que ces informations là il faut vraiment les retenir pour la suite. Donc ça c'est la fin de la première histoire, et il faut attendre la deuxième histoire pour retrouver nos 2 protagonistes. Donc en effet dans ce conte nous allons
allons suivre deux enfants, Gerda et Kay, qui habitent l'un en face de l'autre, dont les familles n'avaient pas beaucoup de moyens mais qui étaient très unis. Kay et Gerda ne sont pas frères et sœurs comme je viens de vous le dire, mais pourtant ils se considèrent comme tels, ce qui va vraiment créer un lien fort dans leur amitié. Souvenez-vous des morceaux de verre, un jour il y a Kay qui va en recevoir un dans l'œil et un dans le cœur. L'effet sera immédiat, Kay va tout dénigrer, même la petite Gerda, et la seule chose qui va voir d'une beauté magnifique, ce sont des fleurs qui sont formées par la neige, et selon la légende que les deux enfants ont toujours entendue, ces fleurs-là ont été créées par la Reine des Neiges. Donc déjà, s'ils croient que ces fleurs sont belles, c'est déjà un mauvais présage. J'imagine que vous avez compris. Et un jour, quand la neige retomba, les enfants allèrent faire du traîneau sur la place du village, et à ce moment-là, il y a une mystérieuse personne habillée tout en blanc qui va attirer Kay, parce que en fait les enfants, ils accrochaient leur traîneau sur le traîneau des paysans pour glisser, et Kay va accrocher son traîneau à celui de cette jeune personne habillée tout en blanc qui sera en fait la Reine des Neiges, mais ça on l'apprend beaucoup plus tard par contre. Et cette Reine des Neiges va l'emmener loin du village et va faire de Kay son prisonnier en fait. Kay bien sûr va essayer de se défendre puisqu'il veut pas se laisser faire, mais en fait il a beau lutter, il ne pourra pas se dégager, et là on comprend qu'il y a un maléfice derrière tout ça. Pour oublier son identité, la Reine des Neiges va offrir un baiser à Kay et un autre pour que Kay puisse la voir comme une bonne personne, et là où on la voyait de glace, au deuxième baiser, Kay va la voir comme humaine. Alors déjà qu'il voyait les choses mal de manière positive avec les morceaux de verre qu'il a dans les yeux, là avec le baiser de la Reine des Neiges, vraiment il voit la personne la plus maléfique qui soit comme une super bonne personne. Et en fait la quête de Gerda va commencer à la troisième histoire parce qu'elle va s'inquiéter du fait que Kay ne revienne pas tout simplement, et va décider de partir à sa recherche. Selon les rumeurs, on croit que Kay en fait s'est tout simplement noyé à la rivière, et pour le ramener à la maison, Gerda va prendre ce qu'elle avait de plus cher, donc ces nouveaux petits souliers rouges. Elle va essayer de les donner à la rivière pour qu'en échange cette dernière puisse lui rendre le petit Kay, sauf que quand elle jette ses souliers, la rivière lui les ramène. Gerda va croire qu'elle ne les a pas lancés assez loin, donc du coup elle va prendre une petite barque qui se trouve sur la rive, elle va monter dedans. À partir de là, quand elle va jeter les souliers à la rivière va l'embarquer sur les flots et toute son aventure commence. Et tout le long de son voyage, on va lui faire entendre que Kay serait peut-être vivant, et toute sa quête va l'aider de retrouver Kay. Est-ce que ça se termine bien ou mal? Ça par contre je vous laisse le découvrir. Avant de passer à la version Disney, j'aimerais juste revenir sur quelques points de poétique. Déjà, dans la poétique du texte, la nature est très présente. Nature peut être une personne indépendante finalement. Les animaux parlent, les fleurs parlent. Ils sont vraiment des personnages à part entière et vont aider Gerda dans sa quête. Un autre point de vue, mais qui n'est pas forcément vu comme dans le mal à ce moment-là, dans le texte, les flocons de neige sont comparés à des abeilles, et comme toute abeille a une reine, on dit que la reine des flocons de neige est la Reine des Neiges. Là encore, c'est encore une poétique qui est liée à la nature, et que les abeilles d'été seraient les flocons de neige en hiver. Là encore, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans le texte, mais à ce moment-là, ce n'est pas forcément vu comme quelque chose de mal. Bien que je dis ça en tant que française, à mon avis, dans le nord, donc en Scandinavie, la neige n'est peut-être pas vue forcément comme quelque chose de bien, parce que ça peut faire peur aussi, la neige, les temps froids. Donc peut-être que finalement, il y a aussi quelque chose de négatif là-dedans. Là, je vous laisse vraiment libre arbitre à vous de savoir si c'est mal ou si c'est bien. Moi, j'ai pas ressenti en tout cas comme quelque chose de mal dans le texte. Mais là encore, c'est de ma vision française. Et sinon, dans les thématiques qui va nous servir d'analyse un petit peu dans ce conte, c'est qu'il y a toute une thématique autour de l'amour qui va être dans ce conte. Alors attention, j'entends pas l'amour avec un grand A au sens de romance, pas du tout. Je vous l'ai dit, il y a une dimension religieuse dans le texte. Donc déjà, on va retrouver l'amour de Dieu, entre guillemets, avec cette dimension où tant qu'on a l'amour de Dieu, qu'on est quelqu'un de bien, on peut le recevoir et Dieu peut nous venir en aide. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être perçu surtout à la fin, et que quand on est quelqu'un de pas très cool et que de méchant, on ne l'a plus. Ça, c'est quelque chose qui revient dans le texte, très honnêtement. Et donc si vous voulez lire le conte de la Reine des Neiges, il faut l'avoir en tête. Et la deuxième forme d'amour, ça va être l'amour fraternel avec Gerda et Kay qui s'aiment en tant qu'amis et avec qui ils ont un lien impénétrable. Et c'est ce lien qui va réussir à les sauver de quelque chose. J'en dirai pas plus. Même si on ressent un peu le travail stylistique dans le texte, je trouve que la traduction fait qu'on manque d'un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est vraiment dommage. Et l'exemple le plus flagrant, c'est qu'à un bout d'un moment, on va parler de langage des corneilles. Et
là on avait une note du traducteur qui disait que le langage des corneilles en danois, donc quand on traduit le mot, hein, donc le langage des corneilles, c'était une expression pour aussi dire charabia. Et en fait il y a tout un jeu dans un paragraphe où il y a une corneille qui va venir en aide à Gerda et où la corneille va dire j'espère que tu vas comprendre ma langue, donc la langue des corneilles, mais en fait qui dit en soi j'espère que tu vas comprendre mon charabia. Et en fait tout un jeu de mots va être fait avec Gerda qui va dire je pense pouvoir comprendre ta langue, etc. Mais en fait il y a des jeux de mots et des rimes qu'on n'a pas dans le texte et ça c'est vraiment dommage et je trouve que vraiment on perd une partie stylistique avec la traduction de l'écriture d'Andersen qui a l'air tout simplement splendide. Je pense avoir dit le principal concernant le conte, en tout cas vous avez les principales clés qui va comprendre ce que je vais vous dire. Je vais revenir sur certains détails quand j'ai parlé du dessin animé Disney, mais vraiment je vous en dirai pas plus sur ce conte parce que j'aimerais bien aussi que vous le découvriez vous-même. Pour le dessin animé Disney, franchement on va commencer par les différences parce qu'il y en a énormément, autrement dit les deux versions n'ont absolument rien à voir, très clairement. Et je vais parler ensuite des points communs. Par ailleurs je tiens à dire que ce que je vais dire reste mon interprétation, qu'on soit clair, c'est mon interprétation et c'est pas quelque chose qui est une vérité générale. Alors dans les différences, quelque chose qui est très marquant, ce sont déjà nos personnages. Ce ne sont absolument pas les mêmes. Aucun des personnages qu'on va retrouver chez Disney existe dans le conte, à part la Reine des Neiges, et encore elles ont deux identités complètement différentes. Alors déjà on va commencer par le duo Elsa-Anna, tout simplement, parce que c'est un peu les personnages principaux dans le dessin animé. Pour moi il a clairement été inspiré par le duo Kay et Gerda, avec ces deux enfants qui se considéraient comme des frères et sœurs, et les deux filles qu'on retrouve chez Disney sont deux sœurs. Concernant Sven, il y a bien un renne qui apparaît dans le conte qui va aider Gerda dans sa quête. Ce qu'on pourrait comparer à Sven qui à un bout d'un moment va aider Anna, mais ça c'est vraiment tiré par les cheveux. Je ne suis vraiment pas convaincue que ce renne qu'on retrouve dans le conte a pu inspirer Sven parce que ce sont quand même deux caractères complètement différents, mais peut-être que ça leur a inspiré de créer un renne comme personnage. Là c'est un peu tiré par les cheveux mais je tenais à le dire. Et s'il y a bien des trolls dans la version Disney, pour le coup dans le premier film, ils n'ont rien de méchant en fait, ils sont tout gentils. Ils sont même gardiens d'une certaine magie qui va sauver Anna à 2 reprises. En tout cas la première fois sûre et la deuxième fois on va leur donner des clés pour que Anna soit sauvée. Le seul point commun peut-être que nous allons retrouver est que le chef des trolls maîtrise la magie. Dans le conte, on va appeler le méchant troll là, qui a créé le miroir comme le professeur des trolls. Et là, le chef des trolls dans la Reine des Neiges maîtrise lui aussi la magie. C'est le seul point commun qu'on peut retrouver. Mais là où les trolls sont vraiment méchants dans le conte, sont gentils, voire des alliés dans le dessin animé. Et puis en plus, c'est eux qui ont adopté Christophe. Et Christophe d'ailleurs n'est absolument pas dans le conte non plus. Et lui, je sais pas d'où il vient. Je sais pas comment il a été inspiré, tout simplement. Là où je vais émettre une hypothèse, c'est pour le personnage d'Olaf. Olaf, on le retrouve pas dans le conte de la Reine des Neiges, mais chez Andersen, il y a un conte qui s'appelle Le Bonhomme de Neige. Dans ce conte-là, on a un bonhomme de neige, donc, qui va tomber amoureux d'un poil, tout simplement, parce que lui, il croit que c'est quelqu'un de féminin, ce poil, et malgré qu'il puisse pas bouger, va être complètement, comment dire, comment exprimer ça ? Va être complètement transi d'amour pour ce poil et va l'admirer jusqu'à la fin de sa vie. Autrement dit une journée, hein, parce qu'au bout d'un moment la neige elle fond. Et dans le dessin animé Disney, pour ceux qui l'ont vu, il y a quand même Olaf qui est quand même très hypé hein, pour connaître la chaleur et pour connaître l'été et de ses bienfaits. On va dire ça comme ça. Alors je ne sais pas du coup si ce conte a pu inspirer Olaf dans la Reine des Neiges, mais je trouvais quand même qu'il y avait ce point commun là qui était quand même pas mal. Franchement c'est un gros point commun. Donc je me dis que peut-être Olaf aurait pu être inspiré par ce conte. Mais là encore, ce n'est que mon interprétation personnelle. Et donc du coup, dans le dessin animé Disney, la Reine des Neiges n'a absolument rien de maléfique. On est d'accord, Elsa n'a rien de maléfique. Et là, le premier point commun qu'on a, c'est que finalement dans le conte, la Reine des Neiges n'est absolument pas l'un des personnages principaux. Elle est un personnage secondaire qu'on ne voit que 2 ou 3 fois, mais pas plus, alors que Elsa on la voit tout le temps, puisque c'est un des personnages principaux, voire même central, puisque l'origine de l'intrigue est avec elle. Et Elsa, si elle va créer du mal, entre guillemets, c'est par accident, c'est par peur, en fait. C'est pas du tout volontaire, c'est pas sa vocation, pas comme dans le conte. Si à un moment elle va blesser Anna, sa sœur, c'est vraiment par accident, et si après elle ne maîtrise pas ses pouvoirs et qu'elle plonge la reine d'elle dans la neige et le froid et l'hiver, c'est vraiment parce qu'elle a la peur et donc du coup elle ne maîtrise pas ses pouvoirs. En aucun cas c'est volontaire puisqu'elle va même s'éloigner d'Arendelle, aller dans la montagne du Nord pour ne faire aucun mal en fait finalement. Et d'ailleurs on sait tous qui est le gros connard chez Disney, hein. On sait qui est le gros connard dans ce dessin animé.
Voilà, on le sait tous. Et ainsi tous les flocons de neige qui virevoltent dans le conte, qui vraiment annoncent le mal, ne sera que l'expression de la peur d'Elsa. Je tiens à préciser parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le conte. Peut-être que finalement c'est pour ça que le palais de glace d'Elsa, quand elle va dans la montagne du Nord, est composé de glace uniquement. Là où dans le conte, les murs sont constitués de neige qui revirevolte. Elle virevolte tellement sur elle-même que du coup ça fait une masse, et donc du coup on appelle ça des murs, et que les portes et fenêtres est fait de vent furieux dans le conte. Peut-être que le choix de la glace justement c'était vraiment pour démarquer ça. De même que le palais d'Elsa finalement n'a rien d'effrayant, au contraire c'est même un très bel objet d'art, mais qui n'a rien de dangereux, pas comme dans le conte. Dans le conte c'est vraiment là où il faut pas être. Vous êtes là-dedans, vous savez qu'il y a une merde qui va vous arriver. Le point commun qu'on peut avoir, c'est que finalement les deux châteaux sont complètement vides, et le château se trouve au nord. La Reine des Neiges dans les deux contes fait une retraite dans le nord, à des fins différentes. Du coup ça je vais pas forcément vous l'expliquer puisque sinon ça serait spoiler le conte. Mais ce sont quand même des points communs que l'on peut retrouver et peut-être des piqûres de rappel que Disney aurait pu faire dans le conte. Dans le dessin animé, nous avons de nouvelles thématiques qui sont abordées comme la peur, le courage, même si Gerda a aussi du courage en fait. Mais bon, le courage est quand même beaucoup plus accentué je trouve dans le dessin animé Disney que dans le conte, très honnêtement. Donc la peur, la confiance en soi, donc là c'est clairement incarné par Elsa et par Anna, la solitude et aussi le libre arbitre qui là du coup je trouve aussi va être complètement incarné par Elsa finalement, puisque c'est elle qui a le pouvoir de soit vivre de sa peur et que l'hiver reste sa reine d'elle, ou alors essayer de se calmer, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais retrouver la paix en elle-même pour amener l'été, puisqu'on en était dans le dessin animé Disney de base. Et une fois qu'on a dit tout ça, parce que c'est vraiment ce qui transparaît, nous avons quand même des points communs que je vais énoncer tout de suite. Le premier point commun qui est sûr et certain, c'est le cœur gelé. Et oui, Anna, au bout d'un moment, le cœur gelé. Même si ça arrive de manière différente, Anna a bien le cœur gelé parce qu'elle a été touchée au cœur de manière accidentelle par Elsa, et bien que cette fois ça soit la Reine des Neiges qui soit la cause d'un cœur glacé et pas la cause d'un miroir. D'ailleurs le miroir ne transparaît jamais chez Disney. Et donc là du coup c'est quand même le point commun qui a le cœur gelé. Mais finalement là aussi où ça fait une différence, c'est que finalement c'est pas forcément celui qui part de chez lui qui va avoir le cœur gelé, en fait c'est Anna qui va essayer de ramener Elsa qui va être blessée. Donc là en fait celle qui part dans sa quête va aussi se retrouver blessée et pas comme dans le conte. C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Et là qui est assez drôle d'ailleurs parce que je l'avais jamais remarqué, je l'ai remarqué vraiment là il y a quelques jours quand j'ai re-regardé le dessin animé, c'est que la première chanson, en tout cas si vous le regardez en français, moi j'ai regardé en français le dessin animé, dans la première chanson, à bout d'un moment vous avez quand même les glaciers là qui disent gare au cœur glacé, et moi je l'avais jamais fait gaffe. Donc là c'est quand même une introduction qui va dire gare au cœur glacé d'Anna finalement, et là ça fait un peu un point commun avec le conte où nous avons une séquence d'introduction avant même l'histoire en elle-même finalement. Et ça je me suis toujours dit auparavant, mais à quoi sert cette scène, à quoi sert cette chanson, puisque finalement les glaciers on les voit jamais à part Christophe qui vend de la glace à un moment, mais je me suis dit mais à quoi sert cette scène, et là j'ai compris que c'est un peu un parallèle je pense qui a été fait avec le conte d'Andersen avec cette mini histoire d'introduction. Bref, petite parenthèse faite, finalement on nous dit aussi que c'est que par un geste sincère que le cœur d'Anna peut être sauvé, comme finalement il y a dans le conte. Ça parle de ce même amour. Donc oui, il y a bien l'amour que l'on retrouve chez Disney, même si nous avons d'autres types d'amour qui sont abordés. Je passe sur la romance. Je passe sur la romance parce que pour moi c'est vraiment une question de naïveté qui a été faite au départ, même si la vraie romance arrive à la fin du dessin animé. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais bon ça je le dis pas au cas où vous n'aviez pas vu le film. Donc là dans le conte où nous avons l'amour religieux et l'amour entre deux amis, nous allons aussi retrouver l'amour entre amis dans le dessin animé, notamment avec notre acolyte Olaf. Je pense que c'est lui qui incarne le plus ça. Familial, notamment entre Elsa et Anna. Mais aussi l'amour en général, l'amour que l'on peut avoir pour les choses. Et c'est ce qui va vraiment aider Elsa à la toute fin du dessin animé, pour moi en tout cas. Puisque c'est vraiment comme ça qu'elle va réussir à sauver Arendelle. Et bien sûr, c'est l'amour familial finalement qui va prédominer dans ce dessin animé, puisque c'est quand même avec l'amour familial que la résolution de la quête d'Anna et d'Elsa à la toute fin, dans cette fameuse scène où quelqu'un va finir gelé, qui va aider à résoudre les choses finalement. J'essaye de pas trop vous en dire pour pas spoiler. Cela me mène à exprimer mon avis suivant, c'est que le personnage qui grandit le plus dans ce dessin animé à mon goût, c'est Anna. C'est elle qui va partir à la recherche d'Elsa, là où tout le peuple va accuser Elsa de sorcellerie et d'être quelqu'un de maléfique. C'est Anna qui prend son courage à deux mains d'aller s'enfoncer vraiment dans la montagne du Nord, enfin à travers la neige. Et là où elle était ultra naïve au début, même si elle est encore un peu à la fin, bah finalement va changer son point de vue sur les choses. Et par son aventure,
aventure va grandir. Un peu comme Gerda et Kay au cours du conte, c'est notamment Gerda. Mais pourtant quand elle va être blessée, elle va être fébrile un peu, mais comme tout le monde je pense, et on parlera pas de sa naïveté avec Hans. Je dis ça parce que finalement dans le dessin animé, on parle bien d'un geste d'amour sincère et pas d'un baiser d'amour sincère comme on peut retrouver dans beaucoup de contes. Alors moi je l'ai regardé en français, alors peut-être que dans d'autres langues c'est dit autrement, mais un geste ne veut pas dire baiser. Et elle, par geste, elle va croire que ce qu'il faut vraiment c'est un baiser d'amour. Et donc du coup elle va aller retourner vers Hans et après bien sûr elle va replacer ses espoirs peut-être sur Christophe. Mais finalement on n'avait pas besoin de tout ça puisqu'elle va s'en sortir elle-même. Vous le savez très bien. À la fin, c'est quand même elle qui va se sauver elle-même en sauvant Elsa, parce que en sauvant Elsa, elle a émis un geste d'amour sincère. On notera d'ailleurs par rapport à ces scènes l'ambivalence avec les larmes d'Elsa, puisqu'elle va quand même pleurer sa sœur quand cette dernière va se retrouver en statue de glace. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le conte, nous avons aussi des larmes. Quand Gerda va retrouver Kay, elle va le pleurer. Et ce sont ces larmes dans le conte qui va sauver Kay. Je viens de spoiler le conte. C'est génial. Je viens de spoiler le conte, mais d'un autre côté, je peux pas passer autrement. Je suis désolée. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même cette ambivalence de est-ce que ce sont les larmes d'Elsa qui ont sauvé Anna ou est-ce que c'est Anna par son geste qui se sauve elle-même, et on sait tous que c'est Anna qui se sauve elle-même puisque même Olaf lui fait la remarque « Oh, un geste d'amour sincère ». Mais c'est quand même une petite touche que Disney, je pense, a repris dans le conte et ça fait vraiment écho au conte. Et j'ai presque envie de dire, c'est quand même très rare que chez Disney que la fin soit similaire, et là pour le coup ça l'est. J'ai vraiment spoilé le conte pour le coup, mais pour moi c'est vraiment intéressant à le dire. Et bien qu'on parle d'Anna, évidemment Elsa aussi va grandir puisqu'elle va réussir à dominer sa peur, la peur qui vraiment l'a prise aux tripes pendant tout le long de ses dessins animés. Elle va prendre confiance en elle et donc là aussi cette épreuve pour elle lui a changé quelque chose au plus profond d'elle-même et elle n'aura plus peur d'être elle-même. En un mot, on peut dire que ce soit dans le conte ou dans le dessin animé, on veut nous faire passer le message suivant, que l'amour est plus fort que tout. Et c'est vraiment ça qui prédomine, et c'est pas forcément l'amour, je dirais avec un grand A, celui de la romance, ça peut être aussi l'amour fraternel, l'amour qu'on peut éprouver pour ses amis, qui peut nous sauver. Et ça peut-être c'est lié à la vie d'Andersen, où Andersen n'a pas eu forcément de chance dans sa vie côté romance. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Andersen a fait ce choix-là, ce parti pris de dire que l'amour c'est pas forcément celui qu'on a pour une femme ou pour un homme, mais que ça peut être aussi pour celui de ses amis ou pour celui de sa famille. Enfin sa famille du coup c'est chez Disney, mais vous avez compris le principe. Mais c'est bien aussi de retrouver ce genre d'amour, il n'y a pas que les romances. Et d'ailleurs la romance entre Anna et Christophe n'est pas forcément prédominante pendant le Disney par rapport à ce que Disney nous a habitués à regarder, et notamment pendant La Reine des Neiges 2 où vraiment la romance entre Anna et Christophe est bien là. Il y a quand même la chanson de Christophe qui est complètement consacrée à ça dans le deuxième film, mais dans le premier film finalement on l'a pas trop, et ça c'est bien d'avoir respecté. Et on remarquera d'ailleurs Elsa n'a pas de romance Elsa n'a pas de prince, et je trouve que c'est quand même pour ça que c'est aussi très bien de ne pas l'avoir fait, qu'il n'y a pas un prince qui est épris d'Elsa, que Elsa soit épris d'un prince. Maintenant il y a des détails que j'ai remarqué dans le dessin animé par rapport au texte qui est quand même pas si mal. Franchement j'ai aimé ces petits clins d'œil, notamment la neige virevoltante que je vous ai parlé tout à l'heure, qui annonce le mal dans le conte et qui est simplement l'expression de la peur pour Elsa. Nous avons aussi les fleurs de cristal gelées qu'on retrouve dans la chanson Libérée délivrée, qui pour moi est un clin d'œil aux fleurs de neige que je vais vous expliquer tout à l'heure pour le conte. Là encore je trouve qu'on a quand même des petits clins d'œil qui sont pas trop mal. Et là encore je vais vraiment dans le détail. À un bout d'un moment il y a un lac gelé avec des icebergs. Alors dans le conte on l'a à l'intérieur même du château de la Reine des Neiges à la fin du conte, et ce lac gelé avec des icebergs dedans là qui se retrouve à la fin du dessin animé Disney, mais cette fois qui est dans le fjord en fait autour d'Arendelle. Et du coup c'est aussi un point de commun que j'ai bien aimé parce que ça aussi annonce quelque chose de pas très bon finalement. Finalement je suis même chez Disney c'est pour créer un certain climat quand même. Du coup j'ai bien aimé leur retrouver ce lac. Je n'avais jamais fait attention aussi auparavant dans le dessin animé, mais je me suis dit c'est vraiment un bon clin d'œil que Disney a pu faire. Maintenant si j'essaie de parler de la Reine des Neiges 2, personnellement je n'ai pas forcément trouvé qu'il y avait de lien avec le conte. Vraiment dans la Reine des Neiges 2 par contre on est parti sur autre chose complètement, même si je pense que le point commun c'est que dans la Reine des Neiges 2 comme on est plus dans la mythologie nordique avec les éléments de la nature etc, peut-être c'est un clin d'œil aussi au fait que Andersen met beaucoup la nature dans son conte de la Reine des Neiges en action, et que la nature en elle-même dans la Reine des Neiges 2 est en action aussi, notamment avec les 4 éléments. Peut-être que ça a été fait comme ça, je ne sais pas. On retrouve aussi les vents virevoltants avec voilà l'élément
éléments de l'air, mais ça reste encore que mon interprétation. Peut-être que là ils sont revenus au texte pour tout ce qui est nature, mais là encore j'en suis pas forcément persuadée. Et dans Once Upon a Time, quand j'avais regardé la saison 4, puisque c'est dans cette saison là qui a été diffusée en 2014 il me semble, donc c'est dans Once Upon a Time la saison 4 qu'on retrouve la Reine des Neiges, donc dans la première partie de la saison. Et là par contre ce que j'avais aimé, moi je me rappelle, c'est vraiment ce qui m'avait marqué, c'est qu'on retrouve ce fameux miroir là que je vous expliquais dans le conte, donc ce miroir du mal. On le retrouve dans la série finalement avec une autre enchanteresse qui se rapproche un peu plus quand même de la Reine des Neiges du conte finalement, mais qu'on n'appelle pas la Reine des Neiges, je crois qu'on l'appelle la... Je sais plus comment on l'appelle d'ailleurs, je sais qu'elle s'appelle Ingrid, mais je sais plus s'il y a une expression pour l'appeler. Mais bon bref, et c'est elle qui crée un miroir en fait où il y a le mal, enfin pour lancer son sort il me semble, et puis ouais il crée beaucoup de mal ce miroir. Et ça c'est vraiment en écho avec le conte, je vais pas forcément détailler là parce qu'il n'est pas question du tout de Once Upon a Time, mais j'ai vraiment aimé cet écho avec le conte quand j'avais regardé la série, et c'est vraiment une remarque que j'ai vraiment envie de faire ici, c'est que Once Upon a Time finalement est vraiment revenu au conte originel avec cette histoire de miroir, bien aussi qu'elle a mis en scène les personnages de chez Disney. Si vous me regardez toujours actuellement, je vous remercie beaucoup. Honnêtement, je sens que la vidéo a été très longue, mais moi je sais plus combien de temps là j'ai parlé. Je vais m'amuser au montage, ça c'est sûr. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avoir donné des points de comparaison entre le conte et les dessins animés Disney. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je suis ouverte à toute suggestion. J'ai dit beaucoup de choses sur la Reine des Neiges puisque finalement il y a beaucoup de choses qui diffèrent, ça sera peut-être pas forcément le cas dans les autres vidéos que j'ai prévu de vous faire, puisque dans cette même catégorie de vidéos va arriver la petite sirène d'Andersen et la planète au trésor qui a été inspirée de l'île au trésor de Stevenson. Donc là ce sont deux dessins animés Disney qui vont aussi passer à la casserole dans la comparaison avec l'œuvre originelle. J'espère que ce programme vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir ce genre de vidéos pour d'autres dessins animés Disney, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il y en a plein mais je sais pas après par lequel commencer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps puisque j'analyse vraiment le conte en fait quand je le lis, je prends des notes de partout et j'analyse aussi le dessin animé Disney. En tout cas moi j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, c'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis longtemps mais que j'ai pas vraiment pris le temps de me poser, j'ai enfin pris le temps de le faire. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai pas parlé plus parce que cette vidéo a déjà été très longue. Il me reste plus que vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien. Tchuss!